Sihanouk. Chapitre 4. Anayok. Ils sont une trentaine venus pour l'accueillir. La famille et des amis proches groupés devant la porte des arrivées. Les enfants virevoltent comme des moineaux pour calmer leur impatience. Anayok est la cinquième à franchir la porte des arrivées, traînant derrière elle une grosse valise rouge à roulettes. Son immense sourire rempli d'amour illumine le hall du petit aéroport. Éclate alors une soudaine pétarade de joie, la clameur des siens. Ses yeux fendus lancent des rayons à la recherche des premiers regards. L'arrivante est de taille moyenne, elle porte une grosse doudoune orange presque fluorescente, un modèle qu'on ne trouverait pas au magasin de Pandinlet, la touche citadine, un petit privilège réservé à celles qui arrivent d'ailleurs. Sa chevelure souple encadre le bel ovale de son visage. Ses traits révèlent une personnalité affirmée, un caractère déterminé. Elle est une belle jeune femme, presque trentenaire, qui paraît bien dans sa peau. Elle attrape les deux enfants, les embrasse et s'avance vers Toulmaak. Il est doux pour elle le temps de l'étreinte où chacune serre fort le corps chaud de l'autre. Les yeux se ferment, noyés au-dedans par des larmes d'eau pure. Derrière ses yeux clos, chacune s'endort 3 secondes durant lesquelles s'enfuit la douleur de l'absence et s'installe le bonheur d'être ensemble. Descendus au sol, les deux garçonnets enlacent leur tente autour des genoux, comme s'ils agrippaient un trophée, tandis qu'Anayok enfouit sa tête entre les corps pour retrouver l'odeur de Kiki, sa sœur, et de Zach, son frère. Enfin, plus soudés que jamais, la troupe se met en branle. Les uns chevauchent les motoneiges, les autres s'entassent dans les bennes des pick-up. Les visages, balayés par la lumière des phares, portent la trace d'un bonheur collectif. Le serpent klaxonnant des machines traverse les rues enneigées de la bourgade en direction de la maison commune où l'on va se remplir le ventre. Goûter la joie unique des retrouvailles. Quand les sourires se rencontrent, ils fabriquent de la lumière. Dans la vaste salle municipale, où une fresque naïve figure tous les archétypes de la vie polaire, on a déplié à même le plancher de grands cartons d'emballage sur lesquels on a disposé des amas de viande coupés en petits cubes. Les convives salivent déjà devant cette profusion de maktak, d'ailerons de beluga, de viande de phoque, de caribou et d'omble chevalier. Tous ces produits fraîchement prélevés se consomment crus, trempés dans de l'huile fermentée de gras de baleine, le fameux misirak. Tant qu'ils peuvent se passer de la nourriture industrielle, coûteuse, insipide et trop nourrissante, les gens d'ici préfèrent les produits de la chasse et de la pêche locale. L'alcool, interdit à la vente et dans les lieux publics, surgira bientôt des poches et des sacs. Il y a la grosse mine de fer qui s'est ouverte à Mine Inlet. Ils ont embauché quelques hommes. Ça fait loin quand même. Les gars vivent sur place. Il a fait doux cet été. Et longtemps. L'eau n'a pas gelé avant la fin de septembre. On a même eu un jour de pluie, un déluge qui a fait fondre la neige des montagnes. Un vrai torrent a traversé le village entre la patinoire et la maison jaune. Tu imagines? On n'avait encore jamais vu ça. Celle dont on fête le retour s'est assise en tailleur entre Toulmaak et Kiki, sa sœur aînée. Johnny, le compagnon de Kiki, s'est installé avec ses 2 garçonnets. Douglas et Michael, aux côtés de Gila, la tante obèse qui partage la maison avec eux. Tout à ces conversations, Anayok jette un regard inquiet à Zakaria, son frère de 2 ans, son cadet. Le jeune homme maigre vient de prendre silencieusement congé du groupe, absorbé par l'écran de son smartphone. Petit frère chéri, pauvre frère chéri. La joie de le retrouver n'efface pas l'inquiétude qu'il suscite. Plus les années passent, et moins il ne semble opposer de résistance au tourbillon qui l'aspire lentement vers le fond de son être. Il a beau tenter de donner le change, on sent l'effort qu'il doit fournir pour tirer le son même de sa voix hors d'un gouffre. Avec infiniment de tristesse, Anayok commence à admettre qu'il n'existe pas de solution pour enrayer cette dégringolade. Zakaria a simplement grandi dans une histoire empoisonnée contre laquelle il n'a pas su trouver d'antidote. Pour lui, comme pour les détenus de la centrale pénitentiaire d'Ottawa, la vie sonne creux. Elle et Kiki ont su trouver assez de ressources pour combattre l'adversité.
Mais à mesure qu'elles se débattaient pour échapper au destin malheureux qui leur était réservé, leur petit frère déposait les armes. La fatalité le voulait héritier du naufrage paternel. Profitant d'un de ces silences qui s'invitent dans les réunions, Simonouk se lève avec lenteur et précision. Debout sur ses courtes jambes arquées, il reste ainsi planté devant les convives. Ses hanches usées lui imposent un léger basculement du buste vers l'avant. Au centre de son visage de bronze érodé, ses yeux fendus parcourent lentement l'ensemble des regards. Sa posture silencieuse impose peu à peu l'attention. Chacun s'étonne de cette initiative exceptionnelle de la part du chasseur solitaire, connu de tous pour sa retenue. D'un geste de la main, il marque son intention de prendre la parole. On s'attend à ce qu'il prononce un hommage à sa petite nièce aimée. « Je veux parler », annonce-t-il. Sa voix d'homme solitaire ne porte pas très loin, forçant tout le monde à tendre l'oreille. « Je ne parlerai pas longtemps. Non. » Anayok note un détail qui la touche. De l'endroit où elle est assise, le crâne de morse, placé sur le mur qui lui fait face, se situe exactement au-dessus de son petit grand-père. Celui-ci s'exprime lentement, mixant à sa façon la langue anglaise à l'Inuktitut, scandant un phrasé propre aux anciens de son peuple. Il prononce 2 ou 3 phrases groupées et garde un temps de silence avant de reprendre. Un court silence s'installe, durant lequel on entend les enfants jouer à l'autre bout de la salle. Cette nuit, le sommeil ne venait pas. Le loup à Maroc m'a rendu visite. Il est entré dans ma maison et il m'a dit « Ah hé, Simonouk, tu ne dors pas. C'est que tu es tout rempli de fureur. Ta tête chauffe. Alors, prends ta bouche, qui m'a dit, et parle au Netsilix. Sinon, jamais plus tu ne dormiras. » Quand Amarok est sorti de ma maison, j'ai pensé « Bon, je vais parler. » Maintenant, je parle. Voilà 1 semaine, à la lune maigre, je campais avec mes chiens entre la grande pointe de Kam et le Tadisberg, à chercher les petits phoques. Tout à coup, quelque chose de très mauvais est entré dans les étoiles. C'était... Il s'interrompt un instant, le regard porté au-delà des murs. C'était une grande quantité de fausses étoiles, des satellites, plein de satellites. Ça ne s'arrêtait pas, jamais. Ils avançaient en ligne, une ligne droite, comme un harpon. Ils ont traversé tout le noir du ciel depuis l'est jusqu'à l'ouest. Simonouk accompagne sa parole d'un geste du bras en portant son regard au plafond. Le froid m'a pris parce que j'ai regardé ça longtemps avant que ça disparaisse derrière l'horizon. Je pensais que ça s'arrêterait pas. Non. Il y en avait tant, les uns derrière les autres. J'ai pris peur. Cette grande ligne de machines là, elle est entrée tout entière dans le gros ventre de Scylla. D'un seul coup, la colère m'a pris. Ces Kalunat, qui leur permet de rentrer partout comme chez eux? Simonouk dévisage lentement l'assemblée. Ah, ouah! Depuis quand Scylla leur appartient? La vie des Netsillik leur appartient déjà. Les gens, les enfants, les chiens, tout ce qu'ils trouvent. Personne ne peut prendre le gros ventre pour lui seul. Les Kalunat, ils n'ont jamais assez. Nous autres, on n'habite pas que la terre, on habite le gros ventre aussi. Personne leur a dit. Et où qu'ils iront les esprits si les Kalunat les chassent? Toujours sur le même ton, immobile, ne trahissant pas d'émotion, il poursuit. Je suis le vieux Simonouk maintenant, bientôt mort. Moi et les autres, comment qu'on pourra continuer à vivre quand on sera mort? Scylla va se mettre en colère. On pourra jamais revenir. Tout sera fini. Anayok ressent un pincement au cœur. Pourquoi les Kalunat violent le ventre de Scylla sous nos yeux? Personne n'a peur de rien. Nous autres Inuits, on ne souille pas le ventre de Scylla. Celui qui le fait, il sait pas ce qu'il fait. Oh, ouah, c'est mauvais.
Le regard du vieil homme balaye lentement l'assemblée. L'air grave, il hoche 3 fois la tête avant de conclure. « Amis, cette chose que je voulais vous dire, je l'ai dite. » Il reste encore un instant immobile, habité par la gravité des mots prononcés. Durant un court instant, le regard fixé sur le carton taché de sang brun, il ne sait trop que faire de son corps. Peut-être est-il saisi d'avoir produit cet effort inédit. Le tribun d'un soir replie lentement ses jambes et s'accroupit précautionneusement. Son regard rencontre celui d'Anaïok. La jeune femme lui adresse un sourire dans lequel elle place son affection et son respect, comme si elle lui touchait secrètement la main par-dessus les autres. On le sait tout ça, pense Zacharia en levant le nez. Pas la peine de faire une cérémonie pour ça. Tu veux nous mettre dans un musée, Pépé Simonouk ? Aucun bruit ne réveille encore le silence qui s'est installé au sein de l'assemblée. La parole des aînés ne doit pas être troublée. Pourtant, ces propos graves semblent mettre mal à l'aise. Ces mots ont réveillé les consciences apathiques, mais ils ont pour seul effet de mettre ceux qui les ont entendus devant le fait accompli. Qui peut prétendre enrayer la marche du monde ? Le peuple inuit ne fait pas le poids. Il doit survivre malgré tout. A-t-il d'autre choix ? L'effondrement de leur culture les désarme, mais tout ce qui faisait leur force a disparu. On les a capturés et placés dans un bocal, comme des poissons rouges qu'on nourrit une fois toutes les 24 heures. Au moins, ils sont vivants. Avec un peu de chance, leurs petits-enfants profiteront un jour pleinement de leur vie. Leur respect empêche quiconque ici de moquer les propos de Simonouk, contenant sa part égale de sagesse et de folie. Anaïok, qui entend mieux qu'aucun autre le cœur intime de Simonouk, ressent tristement l'inquiétude du vieillard. Quel effort il a dû déployer pour en dire autant ? Ses propos ne la surprennent pas. Qui d'autre que lui peut porter cette parole ? Elle admire son courage, mais elle sait que Simonouk est désormais un fantôme de l'histoire. Il faudrait qu'un cataclysme ravage la terre entière pour que la magie soit à nouveau essentielle à l'explication du monde. Elle sait tout cela, et pourtant, l'indignation du vieil homme ravive en elle une flamme ténue, celle d'une identité singulière qui brûle encore clandestinement au fond des âmes. Ils étaient là en premier. Les voilà condamnés à traverser la vie en sous-hommes. Ceux qui croupissent dans les pénitenciers payent leur ticket très cher. Pour assister les moins perdus d'entre eux, elle consacre ses journées, accrochée au téléphone à taper des rapports. Enfermée dans un triste bureau, elle est chargée de bâtir des plans de libération sous condition pour les rares délinquants autochtones, pourvus d'assez d'instinct de survie pour y croire. Il faut organiser des stages d'immersion dans leur milieu traditionnel pour qu'ils retrouvent leurs repères disparus. Au cours de cette année d'engagement, elle n'a vu advenir que peu de résultats. Les greffes réussies sont miraculeuses. Pour l'heure, les estomacs sont comblés. La jolie fête s'étiole. On enfile les parkas et on chausse les kamiks. Les petits bâillent et pleurent. Anaïok prend congé de son grand-oncle. Lui réajustant la capuche, elle lui confie. Laissons passer la journée de demain. Ensuite, je t'emmènerai au lycée, où je peux utiliser un ordinateur autant que je veux. Je vais trouver les réponses que tu cherches. Tu dormiras bien cette nuit. Je viendrai chez toi. On ira ensemble au lycée. Gris-bleu est la couleur de ce jour d'hiver. Les fumées des chaudières sortent blanches et bleuissent aussitôt. Le soleil est si occupé aux autres parties du monde qu'il ne prodigue ici qu'une vague idée de la lumière. Les nuages traînent entre les maisons et les montagnes environnantes ont disparu. On est au midi de cette courte journée de février. Anaïok porte sa parka orange. De son visage n'apparaissent que ses yeux joliment fondus et le bout de son nez ennuagé. Simonouk, invariablement vêtu en couleurs animales, chemine à ses côtés, de son pas de pisteur encore vif. Les maisons se révèlent une à une, émergeant à mesure de leurs pas. L'air ouateux assourdit le cri des réacteurs d'un avion qui atterrit sur leur droite. Les larges rues enneigées sont presque désertes. Anaïok lance quelques saluts en agitant la main aux rares passants qu'il croise. L'école apparaît aux 2 marcheurs. Oulahajouk Elementary School, un bâtiment de plein pied, moderne et simple, bardé en bois.
Les élèves sont en vacances, mais la directrice attend les 2 visiteurs. Lorsqu'ils poussent la porte d'entrée, une gangue de chaleur les enveloppe. Anne Carradine, quinquagénaire, blonde, longue et menue, les accueille avec le sourire. Elle souhaite respectueusement la bienvenue au vieil homme. Je suis fier de notre chère Anaïok. Elle est la plus belle fleur de ma carrière d'enseignante. Franchir la porte de l'école demande un effort particulier à Simonouk. Un vieux réflexe le maintient inconsciemment sur ses gardes. La bienveillance et le franc sourire de cette Kalounate calment un peu les effets de son traumatisme. L'école est jolie, colorée. Rien à voir avec la baraque triste et sévère des corbeaux de son enfance. Anaïok se déplace au gré des couloirs, comme si elle était encore élève au lycée. Simonouk, le petit homme des espaces infinis, s'est un peu ramassé sur lui-même. On dirait qu'il se tient sur ses gardes. Il a le vague sentiment que sa présence est illégitime. C'est un lieu pour les autres. Mais il veut savoir pour les satellites. Il suit la jeune fille de près, en marchant presque sur le bout des bottes, la tête portée en avant, un peu comme une tortue inquiète. Les bruits ne voyagent pas d'une manière habituelle à ses oreilles. Il semble enfermé dans un tuyau. Par une vitre du couloir, il regarde passer une salle de classe, des chaises, des tables, des dessins. Anaïok ouvre une porte jaune, salle informatique. Sur un long bureau verni, quelques écrans noirs les attendent. Assis dans un confortable fauteuil de bureau garni de faux cuir, Simonouk ressemble à un vieil enfant qui découvre les choses. Changement de planète. Anaïok allume l'écran qui lui fait face. Ses doigts dansent avec agilité sur les touches du clavier. Quelle aisance, pense Simonouk. La petite est vraiment savante. Elle tape les mots-clés suivants. Longue file de satellites. Les images et les textes défilent. « Les voilà! C'est eux que j'ai vus, dit le chasseur en pointant le doigt sur l'écran. Sa colère remonte aussitôt à la surface. Tenant compte de la méconnaissance technologique de son aïeul, elle traduit comme elle peut les informations qu'elle découvre. Cette chose que tu as vue porte un nom. New Stars Galaxy. Elle est composée de 60 satellites qui ont été envoyés dans l'espace il y a quelques mois. Mais est-ce que la télé peut te dire à quoi ça sert en Kalounate ? Attends un peu. Anaïok est absorbée par le flot des articles qui s'affichent. Pour elle, les satellites ne représentent rien d'autre que des objets technologiques parmi d'autres objets courants. Comme pour beaucoup, les images des activités spatiales lui sont familières sans la passionner pour autant. Beaucoup de sites traitent du sujet. Simonouk ne lâche pas l'écran d'un œil. Des fusées qui partent sur du feu, des sortes d'avions devant une boule bleue, des visages et parfois des mots. Un instant, elle hésite à lui transmettre l'information qu'elle vient de lire. Il va péter les plombs. Après ce qu'il a dit à la fête, ça ne va pas lui faire plaisir. Il est remonté à bloc. Je vais quand même lui dire, il est venu pour ça. Écoute ça, petit père, ce que tu as vu dans le ciel l'autre jour, c'est comme si tu n'avais rien vu. Ils ont prévu d'en envoyer 40 000 en moins de 2 ans. C'est dingue ce truc, complètement dingue. Simonouk a trop chaud. Il doit retirer son anorak. 40 000 ? C'est beaucoup ? Anaïok plonge ses yeux dans ceux de Simonouk. Elle sait que cette révélation lui sera douloureuse. Oui, petit père, c'est beaucoup. Ils vont en envoyer autant qu'il existe d'étoiles. À ces mots, le vieil Inuk sent la sueur descendre le long de sa colonne vertébrale. Un long moment, il reste interdit. Sa respiration semble s'être arrêtée. Ses yeux ne regardent plus, ils sont vides comme ceux d'un aveugle. Puis, ouvrant à peine les lèvres et d'une voix blanche remplie de colère. « Les voleurs, ils raflent tout. Les territoires de chasse et maintenant les étoiles. D'où elle vient cette bande de voleurs ? Ça le dit dans la télé ?» Laissant son grand-oncle dans son état d'effarement, elle interroge l'écran. « J'ai trouvé. C'est un homme seul qui est derrière tout ça. Un Canadien ? Je ne sais pas. C'est une sorte de savant, mais c'est surtout un gros directeur de l'industrie. Il construit aussi des voitures électriques. Tu veux savoir son nom ? Oui, dis-le-moi. Il s'appelle Larry Jebb. Tiens, c'est sa photo.
Cet homme, il fait ça tout seul? Comment croire ça? Et ça dit pourquoi il fait ça? Oui, ça dit qu'avec les milliers de satellites qu'il envoie au ciel, tous les endroits de la planète recevront Internet en haut débit. Si Manouk ne comprend rien à cela, elle doit le renseigner sur le principe des ondes capables de traverser l'espace. D'ailleurs, tout ce que tu apprends aujourd'hui sur cet écran est transmis par ce système. Ça s'appelle Internet. Le monde entier l'utilise. Ce Larry Jebb fait voler des satellites pour prendre le contrôle des ondes, et aussi pour être riche. Il y a un homme qui dérange Scylla juste pour être riche? Sans doute. Ils disent qu'il est l'homme le plus riche de tous les hommes. Il ne se cache pas pour emmener ses machines dans le ciel? Mais non, tout le monde le connaît. Ah ouais? Cet homme, il croit qu'il va tout diriger? Il doit mourir. On ne doit pas attendre. Aïe! Je vais le tuer de mes mains. Aïe, aïe! Balançant la tête d'un air désolé, Anayok allume un sourire attendri. Personne ne peut tuer cet homme, tu dois oublier cette idée. J'oublie pas, c'est ça que je dois faire. Quelqu'un doit le faire. Je suis vieux, mais j'ai la force pour le faire.